Personne n'est venu à l'anniversaire de mon fils. Personne. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Le message était court, brutal: il faut 2200 € pour la remise de diplôme de ton frère. Ma réponse a été un virement de 1 €, accompagné de la note « Meilleurs vœux ». La suite? J'ai changé les serrures de chez moi. Et puis, la police a débarqué à ma porte. Vous vous demandez comment on en arrive là? Laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire de famille, d'argent, et de la goutte d'eau qui a fait déborder un vase plein depuis bien trop longtemps. Avant de plonger dans les détails de cette histoire qui a bouleversé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que nous sommes tous connectés, même à des milliers de kilomètres. Mon nom est Manon, j'ai 29 ans. Je suis assistante dentaire, et surtout, je suis la maman de Gabin, un petit garçon de 5 ans qui est toute ma lumière. Nous vivons tous les deux dans un petit appartement douillet dans le quartier Zola, à Nantes. Une vie simple, parfois difficile en tant que mère célibataire, mais remplie d'amour. Un amour que je pensais, naïvement, partagé par ma propre famille. Ce fameux matin, j'étais assise à ma table de cuisine, une tasse de café tiède à la main. Le téléphone semblait peser 1 tonne. Je lisais et relisais le message de mon père, Gilbert. Les mots dansaient devant mes yeux, mais leur sens restait le même, aussi glacial qu'un matin de janvier sur les bords de la Loire. Manon, la fête de remise de diplôme de Thibaut approche. Ta mère et moi couvrons une partie des frais, mais il manque 2200 €. Nous comptons sur toi pour régler ça avant la fin de la semaine. Pas de « s'il te plaît », pas de « pourrais-tu ». Juste une exigence. Une facture. L'audace du message m'a coupé le souffle. Une colère sourde a commencé à monter en moi, mais elle était rapidement submergée par autre chose, une fatigue profonde, une lassitude installée dans mes os depuis des années. J'ai levé les yeux vers le salon. Gabin était assis sur le tapis, concentré sur sa tour de Lego. Ses boucles brunes rebondissaient à chaque mouvement. Il était si innocent, si inconscient du drame qui se jouait. Un drame dont il était pourtant la première victime. Cette demande d'argent, ce n'était pas seulement une question financière. C'était une insulte. Une gifle monumentale. Car il y a à peine 3 jours, cette même famille qui me réclamait une somme astronomique avait infligé à mon fils la plus cruelle des blessures, celle de l'indifférence. J'ai regardé mon téléphone, puis mon fils. Une décision a commencé à germer dans mon esprit. Ce n'était plus une question de céder ou de résister. C'était une question de survie. La survie de mon fils, et la mienne. Pendant 29 ans, j'avais toujours cédé. J'avais toujours payé, que ce soit en argent, en temps ou en larmes, pour acheter une paix familiale qui n'était qu'une illusion. Mais en regardant mon fils, en me remémorant son visage décomposé 3 jours plus tôt, j'ai su que c'était terminé. Ils avaient commis une erreur impardonnable, ils ne s'en étaient pas seulement pris à moi. Ils s'en étaient pris à mon enfant. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. 3 jours plus tôt, tout était différent. L'air de notre appartement était rempli de ballons et de rires. C'était le 5e anniversaire de Gabin. 5 ans. Une étape importante, le passage vers la grande école. J'avais économisé pendant des mois pour lui offrir une fête mémorable. Pas de grande folie, mais tout ce qui pouvait faire briller ses yeux. J'avais réservé 3 pistes au bowling de Saint-Herblain, son activité préférée. J'avais commandé un gâteau spectaculaire en forme de Spider-Man chez le meilleur pâtissier de la ville, un gâteau qui m'avait coûté l'équivalent d'une semaine de course. La veille, après avoir couché Gabin, j'avais passé la nuit à préparer les petits sacs de bonbons pour ses amis et à emballer son cadeau principal, un magnifique vélo bleu, le premier, vrai, vélo, sans les petits trous. Je l'imaginais déjà, fier comme un coq, pédalant devant sa famille. Car oui, il devait être là. Tous. Mes parents, Gilbert et Yvette. Mon petit frère, le fameux Thibaut, futur diplômé. Et ma petite sœur, Amandine. Je leur avais envoyé des invitations 6 semaines à l'avance. J'avais appelé pour confirmer. J'avais envoyé des rappels. Chacun d'eux m'avait répondu, bien sûr qu'on sera là.
On ne manquerait ça pour rien au monde. Des mots. Juste des mots vides. Le jour J, Gabin s'est réveillé avec une excitation électrique. Il a enfilé son costume de Spider-Man et n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre le salon et la fenêtre. La fête commençait à 14h. À 13h30, il était déjà posté devant la vitre, le nez collé dessus. « Ils arrivent quand, mamie et papy ?» me demandait-il toutes les 5 minutes. Je lui répondais avec un sourire que je sentais de plus en plus fragile. « Bientôt, mon cœur, ils ne vont pas tarder. » Dans le salon, j'avais installé un fauteuil que j'avais décoré avec des guirlandes. C'était le « trône » de Gabin. Il avait insisté pour qu'on en prépare un aussi pour son grand-père. « Papy, c'est le roi des papys », avait-il dit. Ce fauteuil est resté vide tout l'après-midi. 14h, les premiers copains de Gabin sont arrivés, chargés de cadeaux et de cris joyeux. La fête a commencé. Les boules de bowling roulaient, les rires fusaient. 14h30, mon téléphone est resté silencieux. 15h, j'ai envoyé un message groupé, « On vous attend. Gabin est impatient de vous voir. » Pas de réponse. 15h30, j'ai appelé ma mère. Messagerie. J'ai appelé mon père. Messagerie. 16h, le gâteau. Tous les enfants se sont rassemblés autour de Gabin. Il a soufflé ses 5 bougies sous un tonnerre d'applaudissements. Ses yeux cherchaient les miens, et dans son regard, je voyais une question muette. Une question qui me déchirait le cœur. La fête s'est terminée. Les parents sont venus récupérer leurs enfants. La salle s'est vidée. Il ne restait plus que nous deux, au milieu des serpentins et des restes de gâteaux. Gabin a enlevé son masque de Spider-Man. Son petit visage était grave. Il s'est approché de moi, a tiré sur ma manche, d'une toute petite voix, il a demandé, « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus ?» À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Définitivement. J'ai pris mon fils dans mes bras, le serrant si fort que j'avais peur de lui faire mal, et j'ai ravalé mes larmes. « Non, mon trésor. Non, tu n'as absolument rien fait de mal. Tu es le garçon le plus merveilleux du monde. » Cette phrase, prononcée par mon fils innocent, a été le catalyseur de tout ce qui a suivi. Ce n'était plus une simple déception. C'était une trahison. Une trahison envers un enfant de 5 ans. Et en relisant le message de mon père, 3 jours plus tard, cette trahison avait un prix, 2200 €. La question n'était plus de savoir si je pouvais payer. La question était de savoir comment j'allais leur faire comprendre que leur mépris, lui, n'avait pas de prix. Ce n'était pas la première fois. Loin de là. Assise dans le silence de ma cuisine, le message de mon père brûlant sur l'écran, les souvenirs sont remontés, un flot amer d'injustice accumulée au fil des ans. Mon histoire familiale n'est pas une histoire de cris ou de violence physique. C'est une histoire bien plus insidieuse, celle d'un favoritisme constant, d'une balance qui a toujours penché du même côté, celui de mon frère, Thibaut. L'année dernière, pour les 4 ans de Gabin, ils avaient aussi annulé à la dernière minute. Ma mère avait une migraine soudaine. Mon père devait travailler. Thibaut n'avait même pas daigné répondre. 2 semaines plus tard, pourtant, mon père m'appelait, « Thibaut a des problèmes avec sa voiture, il lui faut 500 €. C'est normal que la famille s'entraide. » Et comme une idiote, j'avais payé. Cette histoire de voiture était emblématique. Il y a 2 ans, j'étais tombé en panne sur le périphérique de Nantes. Ma vieille Clio avait rendu l'âme. Le devis du garagiste était de 800 €. Une somme que je n'avais pas. J'avais appelé mon père, morte de honte. Il m'avait fait un sermon de 20 minutes sur la gestion financière avant d'accepter de me prêter l'argent. Prêter. J'avais remboursé chaque centime en 6 mois, en me privant de tout. 1 an plus tard, Thibaut, en sortant de boîte de nuit, a encastré sa voiture dans un platane. Il était alcoolisé. Mon père n'a pas hésité. Il lui a acheté une Peugeot 208 presque neuve. 15 000 €. Un cadeau. Pas un prêt. Quand j'avais osé interroger ma mère sur cette différence de traitement, elle avait soupiré. « Tu sais bien, Manon, Thibaut est plus fragile. Il a besoin de soutien. Toi, tu as toujours été forte.
forte. C'était leur mot pour utile. Depuis mon adolescence, j'étais là, forte. Celle qui s'occupait de ses cadets pendant que mes parents travaillaient. Celle qui s'assurait que Thibaut faisait ses devoirs et qu'Amandine ne manquait de rien. J'étais devenue une adulte bien avant l'heure. Ma propre remise de diplôme du baccalauréat avait été célébrée avec un gâteau marbré acheté chez Carrefour. Celle de Thibaut, 2 ans plus tard, avait eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville, avec 50 invités. Et maintenant, il y avait cette fête de remise de diplôme de son école de commerce. Une fête à 2200 € pour ma part. La colère que je ressentais était froide et lucide. Ce n'était pas la colère d'une fille blessée. C'était la rage d'une mère lionne. Ils avaient ignoré la joie pure de mon fils pour célébrer la réussite de leur enfant préféré, une réussite qu'ils avaient pavée d'or à chaque étape. À ce moment précis de mon histoire, après avoir enduré tant d'années de ce traitement inégal, je veux vous poser une question. Si vous étiez à ma place, quelle aurait été votre première réaction en recevant ce message ? Auriez-vous explosé de colère, répondu avec sarcasme, ou simplement ignoré ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir comment vous auriez géré cette situation. Moi, j'ai regardé à nouveau la tour de Lego de Gabin. Il avait placé un personnage tout en haut. Un petit super-héros. Et j'ai compris. J'avais passé ma vie à essayer d'équilibrer leur balance injuste, à espérer qu'un jour, ils me voient enfin. Mais ce jour n'arriverait jamais. Il était temps de ne plus jouer selon leurs règles. Il était temps de créer les miennes. La décision n'a pas été prise dans un éclair de rage. Elle a mûri pendant de longues minutes, dans le silence pesant de ma cuisine. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts survolaient l'écran, hésitants. J'ai cliqué sur mon compte épargne. Il s'appelait « Avenir de Gabin ». Chaque euro sur ce compte représentait des heures de travail, des sacrifices, des petits plaisirs que je m'étais refusés. C'était pour ses études, son permis, son premier appartement. C'était notre filet de sécurité. Et mon père voulait que je prélève 2200 € de ce filet de sécurité. Pour une fête. Pour Thibaut. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant 29 ans, me hurlait de le faire. De payer pour avoir la paix. D'éviter le conflit, les reproches, les silences pesants de mon père et les larmes de ma mère. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu la voix de mon père dans ma tête, cette voix calme et condescendante qu'il utilisait quand il voulait me faire sentir coupable. Tu as toujours été trop sensible, Manon. Tu prends tout de travers. Puis, une autre image a chassé celle de mon père. L'image de Gabin, son petit visage déformé par le chagrin, me demandant s'il avait fait quelque chose de mal. La colère est revenue, mais cette fois, elle était différente. Elle était froide, pure, comme une lame d'acier. C'était la force d'une mère. J'ai ouvert les yeux. J'ai cliqué sur « Faire un virement ». Bénéficiaire, Gilbert R. Montant, 1 €. Motif, meilleurs vœux pour ta réussite. J'ai appuyé sur « Valider » avant que le doute ne puisse s'installer. L'écran de confirmation s'est affiché. C'était fait. Un simple euro. Un geste symbolique, mais qui représentait la plus grande rébellion de ma vie. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais défié mon père. Et ce n'était que le début. Car il y avait quelque chose que ma famille ignorait. Un secret que je gardais précieusement depuis des mois. L'appartement dans lequel nous vivions, Gabin et moi, je le remboursais seul depuis le début. Mais à l'origine, pour obtenir le prêt, mon père avait dû se porter garant. L'acte de propriété était à nos 2 noms. C'était sa manière de garder le contrôle, sa laisse invisible. Chaque fois que j'osais le contredire, il me rappelait, d'un air faussement bienveillant, « N'oublie pas que sans moi, tu n'aurais pas ce toit sur la tête. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis l'anniversaire raté des 4 ans de Gabin, j'avais commencé à préparer ma sortie. J'avais travaillé comme une forcenée, fait des heures supplémentaires, accepté toutes les gardes. J'avais renégocié mon prêt auprès de la banque, seule cette fois. J'avais prouvé que j'étais solvable. Le processus avait été long et stressant. Mais la semaine dernière, j'avais signé le dernier papier chez le notaire. L'appartement était officiellement et légalement à mon seul nom. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi.
Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de mon père. Je n'ai reçu qu'1 euro. Il doit y avoir une erreur avec ta banque. Refais le virement. J'ai failli éclater de rire. Une erreur. Il était tellement habitué à mon obéissance qu'il ne pouvait même pas envisager une seconde que mon geste était intentionnel. Il ne savait pas encore que le jeu avait changé. Et que sa pièce maîtresse, son pouvoir sur mon logement, venait de lui être retiré de l'échiquier. Je n'ai pas répondu à son message. Le laisser mariner dans son incompréhension était un petit plaisir cruel que je me suis accordé. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie. Il a rappelé immédiatement. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle. J'ai rallumé mon téléphone 1 heure plus tard. J'avais un message vocal de mon père, la voix sifflante de colère contenue, et un nouveau texto, c'est un comportement puéril. J'exige une explication. Je passerai chez toi dimanche à midi pour qu'on en discute. L'arrogance de cette annonce m'a glacé. Il ne demandait pas, il décrétait. Il pensait encore pouvoir débarquer chez moi comme en terrain conquis. Mon premier réflexe a été d'appeler Élodie, ma meilleure amie. Élodie, c'est mon ancre, mon port d'attache depuis l'université. Elle connaît ma famille. Elle était là, à l'anniversaire de Gabin. Elle avait vu son attente, puis sa peine. Je n'ai pas eu besoin de longs discours. Il a demandé 2200 €, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Non. Il n'a pas osé? Si. Je lui ai envoyé 1 euro. Un silence, puis son rire a éclaté à l'autre bout du fil. Un rire franc, libérateur. Manon, tu es mon idole. Il débarque dimanche à midi. Son rire s'est arrêté net. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ce « on » m'a réchauffé le cœur. Je crois qu'il est temps de faire un peu de bricolage. Le lendemain matin, samedi, Élodie est passée me chercher. Gabin était chez une copine pour la journée. Nous sommes allés directement chez le roi Merlin. En déambulant dans le rayon quincaillerie, un sentiment de puissance m'a envahi. Nous avons choisi la meilleure serrure, un modèle de sécurité à 3 points. C'était cher, mais la tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. De retour à l'appartement, nous nous sommes attaqués à la porte d'entrée. Démonter l'ancienne serrure a été un acte symbolique. C'était comme si j'extirpais des années de contrôle et de manipulation. Chaque tour de vis était une libération. Quand la nouvelle serrure a été en place, brillante et solide, j'ai inséré la nouvelle clé. Le déclic du pène dans la gâche a résonné comme le son de la victoire. J'ai pris le vieux trousseau de clés de mon père dans un tiroir. La clé de chez moi était là, accrochée à un porte-clés ridicule qu'il avait depuis 20 ans. Sans une once d'hésitation, je l'ai jeté à la poubelle. Et maintenant, a demandé Élodie. Maintenant, j'attends. J'ai aussi profité de ce moment pour appeler le cabinet du notaire qui s'était occupé du rachat de parts. J'ai demandé une copie certifiée conforme du nouvel acte de propriété, juste au cas où. La secrétaire m'a assuré que je pourrais la récupérer lundi matin. J'étais prête. Dimanche pouvait arriver. Pour la première fois, je n'avais pas peur de la confrontation. Au contraire, je l'attendais presque avec impatience. Le dimanche matin, l'atmosphère était électrique. J'ai déposé Gabin chez Élodie, lui promettant une journée crêpes et dessins animés. Il est parti sans se douter de rien. En rentrant chez moi, j'ai senti mon estomac se nouer. La peur était là, bien sûr, une vieille connaissance. Mais elle était différente. Ce n'était plus la peur paralysante de la petite fille qui redoutait la déception de son père. C'était l'appréhension du soldat avant la bataille. À 11h55, j'ai fermé les rideaux. Je ne voulais pas qu'il puisse regarder à l'intérieur. Cet espace était le mien, et il n'y était plus le bienvenu. À midi pile, j'ai entendu le bruit familier de sa voiture se garer dans l'allée. J'ai regardé par le Judas. Il était là, sortant de sa berline allemande, ma mère à ses côtés, passive comme toujours. Il a remonté l'allée avec l'assurance d'un homme habitué à ce que les portes s'ouvrent devant lui. Il a sonné. 1 fois. 2 fois. J'ai attendu,
le cœur battant dans ma poitrine. Puis, je l'ai vu fouiller dans sa poche. Il a sorti son trousseau de clés. Le moment que j'attendais. J'ai observé son manège à travers le Judas. Il a inséré la clé dans la serrure. Il a tourné. Rien. Un froncement de sourcils. Il a réessayé, forçant un peu. Le métal a grincé, mais la porte est restée close. J'ai vu la confusion se peindre sur son visage, rapidement remplacée par une colère sombre. Il a compris. Il a martelé la porte de son poing. Manon. Ouvre cette porte immédiatement. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai ouvert. Juste assez pour que la chaîne de sécurité se tende. Un espace de quelques centimètres nous séparait. Bonjour, papa. Son regard est passé de la chaîne à mes yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma clé ne fonctionne pas, j'ai changé les serrures. Les mots sont sortis, calmes et fermes. Un silence a suivi. Un silence total, lourd de stupéfaction. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Tu as changé les serrures, de la maison que je t'ai aidé à acheter? C'est ma maison. Je peux changer les serrures quand je veux. Son visage est devenu rouge. J'ai cosigné ce prêt. J'ai le droit d'avoir un accès. C'était le moment. Le coup de grâce. Tu as cosigné le prêt initial, il y a 3 ans. J'ai racheté ta part le mois dernier. Ton nom n'est plus sur aucun papier. L'appartement est à moi. Entièrement. Donc non, tu n'as aucun droit d'accès. Je n'avais jamais vu mon père à court de mots. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Derrière lui, ma mère est sortie de la voiture, sentant que la situation dégénérait. Racheter ma part, a-t-il finalement réussi à articuler? Sans m'en informer? La loi ne m'y obligeait pas, ma mère est arrivée sur le perron, l'air affolé. Manon, mon Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas? Tu fais une crise parce qu'on t'a demandé de l'aide pour ton frère. Une crise, ai-je répété, ma voix montant d'un cran. Une crise? Vous abandonnez votre petit-fils le jour de son anniversaire sans même un coup de fil, et 3 jours plus tard, vous m'envoyez une facture de 2200 €, et c'est moi qui fais une crise? On t'a expliqué, ta mère était malade, a hurlé mon père. Et Thibaut? Et Amandine? Ils avaient tous une migraine aussi? C'est drôle, parce que Thibaut postait des photos de sa soirée entre amis sur Instagram au même moment. Ils n'ont rien répondu. Partez, ai-je dit, ma voix redevenue glaciale. Partez de ma propriété. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille, a pleuré ma mère. Une famille ne fait pas ça, maman. Une famille ne laisse pas un enfant de 5 ans croire qu'il n'est pas digne d'amour. J'ai commencé à refermer la porte. Mon père a plaqué sa main contre. Tu vas le regretter, Manon. Je te le jure. J'ai fermé la porte, tourné le verrou et engagé la chaîne. À travers le bois, je l'entendais crier. Mais pour la première fois de ma vie, ces menaces ne m'atteignaient plus. Il venait de se heurter à un mur. Et ce mur, c'était moi. J'avais gagné la première bataille. Mais je sentais au plus profond de moi que j'avais sous-estimé la cruauté d'un homme à qui on venait de retirer son pouvoir. Le lundi matin, je suis arrivée à mon travail, le cabinet dentaire où j'étais assistante depuis près de 6 ans. L'affrontement de la veille m'avait laissé vidée, mais aussi étrangement sereine. J'avais tenu bon. J'avais protégé mon territoire. Je pensais, naïvement, que mon père, face à un mur juridique et à ma détermination, allait peut-être prendre du recul. Quelle erreur! La journée s'est déroulée normalement. J'ai assisté le docteur Fournier, un homme d'une 50aine d'années, juste et respecté. J'ai préparé les plateaux, stérilisé les instruments, rassuré les patients anxieux. J'aimais mon travail. C'était un lieu où j'étais appréciée pour mes compétences, un lieu où je n'étais pas la fille de, mais simplement Manon. C'était mon sanctuaire. Et mon père allait essayer de le profaner. Vers 15 heures, la réceptionniste m'a appelé. Manon, le docteur Fournier voudrait te voir dans son bureau. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas habituel. Je suis entrée dans son bureau, un pressentiment désagréable m'envahissant.
Il était assis derrière son grand bureau en bois, l'air grave. « Asseyez-vous, Manon. » Je me suis assise, les mains moites. Il a joint ses doigts, m'a regardé droit dans les yeux. « Je viens de recevoir un appel. Un appel assez déconcertant. C'était votre père. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai senti le sang quitter mon visage. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» ai-je réussi à murmurer. Le docteur Fournier a semblé mal à l'aise. Il m'a dit qu'il était très inquiet pour vous. Que vous traversiez une période de grande instabilité émotionnelle. Il a utilisé les mots « comportement erratique » et « potentiellement dangereuse ». Il a même insinué que vous aviez un problème avec l'alcool et qu'il s'inquiétait pour la sécurité de nos patients. Chaque mot était un coup de poignard. Il avait osé. Il avait osé salir mon nom, menacer ma carrière, mon gagne-pain, tout ça pour se venger. La honte m'a submergée. Une honte brûlante, terrible. J'ai dû raconter à mon employeur les grandes lignes de mes problèmes familiaux. C'était humiliant. J'ai bafouillé, essayant d'expliquer la situation sans paraître folle, exactement comme mon père l'avait prétendu. Heureusement, le docteur Fournier me connaissait depuis des années. Il a écouté patiemment. « Manon, » a-t-il dit finalement, son ton redevenant plus doux. « Je vous connais. Vous êtes l'une de mes meilleures assistantes. Vous êtes fiable, professionnelle et je n'ai jamais eu le moindre doute sur votre intégrité. Je sais que cet appel est malveillant. Cependant, en tant que directeur du cabinet, je suis obligé de consigner cet incident dans votre dossier. C'est la procédure. Je suis vraiment désolé. » Je l'ai remercié, la gorge nouée, et je suis sorti de son bureau. Je me suis réfugié dans les vestiaires et j'ai vomi. Il n'avait pas réussi à me faire renvoyer, mais il avait réussi à m'humilier. Il avait réussi à empoisonner mon lieu de travail, mon refuge. En rentrant chez moi ce soir-là, la rage avait remplacé la honte. Il avait dépassé une nouvelle limite. Il ne s'agissait plus d'un conflit familial. Il s'agissait d'une destruction ciblée. J'ai compris qu'il ne s'arrêterait pas. Il ne s'arrêterait que lorsque j'aurais tout perdu. Alors que je garais ma voiture, le cœur lourd, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. La voiture de mon père était garée au bout de ma rue. Et ce n'était pas la seule. Celle de ma mère, de Thibaut et d'Amandine était là aussi. Ils m'attendaient. Tous. Et je savais que cette fois, ils n'étaient pas venus pour discuter. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Mon premier réflexe a été de faire demi-tour. De fuir. D'emmener Gabin loin de cette folie. Mais où aller? C'était ma maison. Mon refuge. Je ne les laisserai pas me chasser de chez moi. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message urgent à Elodie, ils sont tous là. Devant chez moi. Reste prête à appeler la police si je te le dis. Sa réponse a été immédiate, mon téléphone est dans ma main. Fais attention. J'ai récupéré Gabin à la crèche, le cœur battant à grands coups dans ma poitrine. Je lui ai souri, j'ai joué avec lui pendant le trajet, faisant comme si de rien n'était. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que ses grands-parents, son oncle et sa tante se comportaient comme une meute de loups? En arrivant dans ma rue, je les ai vus. Ils étaient sortis de leur voiture et se tenaient en groupe sur le trottoir, face à ma porte d'entrée. Une vision surréaliste. Un comité d'intimidation. J'ai porté Gabin dans mes bras, les serré contre moi comme un bouclier, et j'ai marché vers ma porte sans leur jeter un regard. Manon, a lancé mon père d'une voix forte et autoritaire. Je l'ai ignoré. J'ai sorti mes clés. Manon, on doit te parler. C'est important. C'était la voix suppliante de ma mère. J'ai continué à ignorer. J'ai mis la clé dans la serrure. Arrête de faire l'enfant, a crié Thibaut. J'ai ouvert la porte, suis entré rapidement et l'ai refermée derrière moi, tournant le verrou à double tour. Gabin m'a regardé, l'air inquiet. Pourquoi il crie, maman? Ce n'est rien, mon cœur. Les grands sont juste un peu bruyants parfois. Va jouer dans ta chambre.
À peine la porte de sa chambre s'était-elle refermée qu'ils ont commencé à marteler la mienne. Des coups sourds, violents. Ouvre cette porte, Manon. On ne partira pas tant que tu n'auras pas ouvert, hurlait mon père. J'étais terrifiée. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient tous sur mon perron, leurs visages déformés par la colère. C'était du harcèlement pur et simple. Puis, j'ai vu mon père sortir son téléphone. Un sourire mauvais s'est dessiné sur ses lèvres. Il a composé un numéro. J'ai tendu l'oreille. Allô, la police? Oui, bonjour. Je voudrais signaler une situation inquiétante. Ma fille séquestre mon petit-fils. Elle refuse de nous laisser le voir, elle a un comportement très étrange. Oui, nous sommes devant chez elle. Nous sommes très inquiets pour la sécurité de l'enfant. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le culot. La cruauté. Il utilisait la police, il utilisait la sécurité de son propre petit-fils comme une arme pour me faire plier. J'ai reculé de la porte, le dos contre le mur, cherchant mon souffle. J'ai entendu le son lointain d'une sirène. Ils arrivaient. Ma propre famille avait appelé la police contre moi, me faisant passer pour une mère dangereuse. Dans quelques minutes, j'allais devoir prouver mon innocence sur mon propre paillasson. La question était, allait-il me croire? La sirène s'est rapprochée, un son strident qui déchirait le calme de mon quartier. Mon cœur battait au même rythme frénétique. J'ai couru dans mon bureau, j'ai attrapé la pochette en carton où j'avais rangé la copie certifiée conforme de l'acte de propriété. C'était ma seule défense. Mon seul espoir. On a frappé à la porte. Cette fois, ce n'étaient pas les courageurs de mon père, mais des coups fermes, officiels. Police nationale. Ouvrez, s'il vous plaît. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la porte. 2 policiers se tenaient sur mon perron, un homme et une femme, le visage impassible. Derrière eux, ma famille arborait des mines d'anges inquiets. Mon père s'est immédiatement avancé. Merci d'être venu si vite, agent. Comme je vous le disais, ma fille. La policière a levé une main pour l'interrompre. Monsieur, laissez-moi faire mon travail. Elle s'est tournée vers moi. Madame, votre père nous a appelés, il prétend que vous l'empêchez de voir son petit-fils et il s'inquiète pour sa sécurité. Pouvez-vous nous expliquer la situation? J'ai essayé de garder ma voix stable, malgré les tremblements. Agent, mon fils va très bien. Il est dans sa chambre en train de jouer. Ma famille est venue ici sans y être invitée et refuse de partir. Je leur ai demandé de quitter ma propriété. C'est pour cela qu'ils vous ont rappelé. Elle ment, a protesté mon père. Nous avons le droit de voir notre petit-fils. C'est aussi un peu chez nous, j'ai aidé à payer cette maison. C'est faux, ai-je dit calmement. J'ai tendu la pochette à la policière. Ceci est l'acte de propriété de cet appartement. Il est à mon seul nom. Mon père n'a aucun droit légal ici. La policière a pris les documents. Ses yeux ont parcouru le papier, s'arrêtant sur les noms et les dates. Son collègue regardait la scène, les bras croisés. Après un long moment, elle a relevé la tête et a regardé mon père. Monsieur, selon ce document officiel, cette propriété appartient exclusivement à votre fille. Elle est donc parfaitement dans son droit de vous demander de partir. Si vous refusez, cela s'appelle une violation de domicile. Le visage de mon père s'est décomposé. Mais, et mon petit-fils? Y a-t-il une décision de justice concernant un droit de visite des grands-parents, a-t-elle demandé. Non, mais... Alors il n'y a pas de débat. C'est à la mère de décider. Elle s'est tournée vers ma famille. Je vais vous demander de quitter les lieux immédiatement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils étaient pris à leur propre piège. Vaincus par la loi. Ma mère a commencé à pleurer. Thibaut avait l'air furieux, mais impuissant. Lentement, ils ont fait demi-tour et sont repartis vers leur voiture, sous le regard des policiers. Mon père a été le dernier à partir. Il s'est retourné, et son regard m'a glacé le sang. Ce n'était plus de la colère. C'était de la haine pure. Tu crois avoir gagné, a-t-il sifflé entre ses dents. Tu vas voir. Après leur départ,
la policière m'a rendu mes papiers. Madame, vu la situation, je vous conseille de vous renseigner sur une ordonnance de protection. Il pourrait recommencer. Je l'ai remercié, et j'ai refermé la porte. J'étais épuisé, mais soulagé. J'avais gagné une autre bataille. J'ai pensé aux paroles de la policière. Une ordonnance de protection. Cela me semblait si extrême. Je ne savais pas encore que l'arme ultime de mon père n'était ni les cris, ni la police. C'était une arme bien plus terrible, une arme conçue pour détruire une mère au plus profond de son être. Les 2 jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Trop calmes. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de message, pas d'appel. C'était un silence menaçant, le calme plat qui précède l'ouragan. Je vivais dans un état d'hypervigilance, sursautant au moindre bruit. Chaque voiture qui ralentissait dans la rue me faisait bondir. Le mercredi soir, alors que je préparais le dîner, le téléphone a sonné. Un numéro masqué. Mon cœur a fait un bond. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Madame Manon R? La voix était féminine, professionnelle, neutre. C'est elle-même. Bonjour, je suis Madame Duval, de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Nous avons reçu une information préoccupante concernant votre fils, Gabin. Le monde s'est arrêté de tourner. Les carottes que j'étais en train de couper sont tombées de mes mains. Information préoccupante. Les mots résonnaient dans ma tête. C'était impossible. C'était un cauchemar. Une information préoccupante, ai-je bégayé. Oui. Nous avons le devoir de vérifier chaque signalement. Je vais devoir vous fixer un rendez-vous pour une visite à votre domicile et un entretien. J'ai fixé un rendez-vous pour le vendredi suivant, la voix tremblante. Après avoir raccroché, je suis resté figé au milieu de ma cuisine. C'était donc ça, son arme ultime. Il l'avait fait. Mon propre père m'avait signalé aux services sociaux. Il avait osé accuser son propre sang de maltraitance, de négligence. Il était prêt à risquer que mon fils me soit enlevé, tout ça pour me punir. Une vague de panique m'a submergé. J'ai couru aux toilettes, le cœur au bord des lèvres. J'ai agrippé le lavabo, mon reflet me renvoyant l'image d'une femme terrifiée. Et s'il le croyait? Et si une petite chose dans mon appartement n'était pas parfaite? Et si Gabin disait une phrase maladroite? La peur était si intense, si viscérale, qu'elle m'a presque paralysée. J'ai appelé Élodie en sanglotant. Elle est arrivée en moins de 20 minutes. Elle m'a trouvée assise par terre dans mon salon, en larmes. Elle ne m'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Cette nuit-là, après que Gabin se soit endormi, paisiblement inconscient du danger qui planait sur nous, j'ai erré dans l'appartement comme un fantôme. J'ai ouvert une vieille boîte à chaussures remplie de photos. Des photos de moi enfant, sur les genoux de mon père. Des photos de famille où nous sourions tous, des sourires de façade. J'ai pleuré. J'ai pleuré la famille que j'aurais voulu avoir. J'ai pleuré l'amour d'un père que je n'obtiendrai jamais. Puis, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était mielleuse, pleine de fausses sollicitudes. Manon, chérie. Ton père est si malheureux. Tu lui brises le cœur. Tu es en train de détruire cette famille. S'il te plaît, arrête cette folie. J'ai senti une rage froide m'envahir, chassant les larmes. Maman, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas, où étais-tu quand ton petit-fils pleurait le jour de son anniversaire? Elle n'a rien répondu. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, dans le silence de mon appartement, j'ai fait le deuil de ma famille. Le lendemain, je me battrais pour la seule qui comptait vraiment, celle que je formais avec mon fils. Le vendredi matin de la visite de l'ASE, j'étais un concentré de nerfs. La veille, avec Élodie, nous avions préparé ma défense. J'avais rassemblé tous les documents imaginables, le carnet de santé de Gabin à jour, ses derniers bulletins de la maternelle qui le décrivaient comme un enfant, épanoui et sociable, des photos de nos vacances, de nos sorties. J'avais même demandé à sa maîtresse d'école une attestation, qu'elle m'avait fournie sans hésiter, choquée d'apprendre la situation. Mon appartement était impeccable,
le réfrigérateur plein. Tout était en ordre. Mais la peur irrationnelle persistait. Madame Duval est arrivée à 14 heures précises. C'était une femme d'une quarantaine d'années, au regard doux mais scrutateur. Elle a fait le tour de l'appartement, a posé des questions sur notre routine, a regardé la chambre de Gabin. Puis, elle s'est assise avec lui et lui a parlé. Mon cœur s'est arrêté à chaque question. Tu aimes bien vivre ici avec ta maman, Gabin? Oui. On a fait un grand château en Lego hier. Ta maman te fait des bons petits plats? Oui, mais j'aime pas les épinards. Est-ce que ta maman crie parfois sur toi ou te fait peur? Gabin l'a regardé avec ses grands yeux ronds, l'air perplexe. Non. Maman, elle fait les meilleurs câlins du monde. Après avoir parlé à Gabin, elle s'est entretenue avec moi. J'ai déballé toute l'histoire, le conflit familial, la pression financière, l'intervention de la police. J'ai sorti mes preuves, y compris la carte de visite de la policière. Madame Duval a tout écouté, a tout noté, sans laisser transparaître aucune émotion. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, elle a fermé son carnet. Madame, le signalement que nous avons reçu faisait état de négligence et d'un environnement instable. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une mère organisée, un enfant heureux et une maison parfaitement tenue. Il est évident que ce signalement était non seulement infondé, mais très probablement malveillant et utilisé dans le cadre de votre conflit familial. Je vais classer ce dossier sans suite. Un poids immense s'est envolé de mes épaules. J'ai fondu en larmes, des larmes de soulagement cette fois. Cependant, a-t-elle ajouté, je vous conseille vivement de prendre des mesures légales pour vous protéger, vous et votre fils. Ce genre de situation peut vite dégénérer. Ces mots ont été l'électrochoc final. Dès qu'elle est partie, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas cherché un avocat au hasard. J'ai cherché le meilleur avocat en droit de la famille de Nantes. J'ai pris rendez-vous pour le lundi suivant avec Maître Valois, une femme réputée pour sa ténacité. Le rendez-vous avec Maître Valois a été une révélation. Elle m'a écouté attentivement, a examiné toutes mes preuves. Madame, m'a-t-elle dit, nous avons tout ce qu'il faut. Le harcèlement est caractérisé, l'appel à l'ASE est une faute gravissime. Nous allons demander une ordonnance de protection en urgence. Je me sentais enfin en sécurité, armée. Ce n'était plus moi, seule contre ma famille. C'était moi, la loi et mon avocate. J'avais été forcée de me défendre, de prouver que j'étais une bonne mère. Maintenant, j'étais passée à l'attaque. La peur avait changé de camp. Il était temps pour mon père de répondre de ses actes. La convocation au tribunal des affaires familiales est arrivée rapidement. L'audience était fixée 2 semaines plus tard, au palais de justice de Nantes, sur l'île. Ces 2 semaines ont été une attente insoutenable. Ma famille, mise au courant de la procédure, a tenté une dernière offensive. Ma mère m'a laissé des messages vocaux en pleurs. Amandine m'a envoyé des textes rageurs. Et puis, il y a eu l'appel de Thibaut. C'était 2 jours avant l'audience. Sa voix était basse, presque un murmure. Manon, s'il te plaît, annule tout ça. Papa est hors de lui. Il ne dort plus, il ne mange plus. Tu es en train de le détruire. C'est lui qui a essayé de me détruire, Thibaut. Il a essayé de m'enlever mon fils. Il y a eu un silence. Je sais. C'était trop. J'ai essayé de le lui dire. Mais tu le connais. Il n'écoute personne. J'ai peur, Manon. Pour lui, pour maman. Et moi, tu n'as pas eu peur pour moi? Pour Gabin? Il n'a pas répondu. J'ai compris qu'il n'appelait pas pour moi, mais pour lui. Pour préserver son confort, pour éviter l'explosion finale. C'est trop tard, Thibaut. J'ai raccroché. Le jour de l'audience, mon estomac était un bloc de glace. Maître Valois était à mes côtés, calme et confiante. De l'autre côté de la salle, mon père était assis, le visage fermé, accompagné d'un avocat à l'air suffisant. Ma mère, Thibaut et Amandine étaient assis au premier rang, un front uni de martyrs. L'audience a commencé. Maître Valois a été brillante. Elle a exposé les faits de manière clinique, implacable. Les invitations à l'anniversaire, les confirmations, puis l'absence.
Le message exigeant 2200 €. La confrontation à la porte. Le rapport de police. L'appel calomnieux à mon employeur. Et enfin, le coup de grâce, le rapport de l'AS concluant à un signalement malveillant. Elle a produit chaque texto, chaque document. L'avocat de mon père a tenté de me dépeindre comme une fille ingrate, hystérique, qui coupait les ponts pour une banale histoire d'argent. Il a parlé de l'amour d'un grand-père inquiet. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, l'a écouté sans l'interrompre. Puis elle a pris la parole, s'adressant directement à mon père. « Monsieur, vous vous présentez comme un grand-père inquiet. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre inquiétude ne s'est pas manifestée le jour de l'anniversaire de votre petit-fils, un événement pour lequel vous aviez confirmé votre présence ?» Mon père a bafouillé une excuse confuse. La juge a continué. Vous prétendez avoir des inquiétudes sur le bien-être de l'enfant, au point d'appeler l'aide sociale à l'enfance. Ces inquiétudes sont-elles apparues subitement après que votre fille a refusé de vous donner 2200 € et a changé les serrures de sa propre maison? Le silence dans la salle était total. L'avocat de mon père n'a rien dit. La juge a regardé ses notes. J'ai ici un rapport de police et un rapport de l'ASE. Les deux indiquent un comportement de harcèlement de votre part. Elle a levé les yeux vers lui. La cour a entendu assez. Elle a rendu sa décision sur le champ. Le tribunal prononce une ordonnance de protection à l'encontre de M. Gilbert R., pour une durée de 2 ans. Il lui est interdit d'entrer en contact avec sa fille, Madame Manon R., et son petit-fils, Gabin R., par quelque moyen que ce soit. Il lui est également interdit de se présenter à leur domicile, au lieu de travail de Madame, et à l'école de l'enfant, dans un périmètre de 500 mètres. Toute violation de cette ordonnance entraînera des poursuites pénales. Le marteau est tombé. Un son sec, final. J'ai entendu ma mère sangloter. Mais moi, je ne ressentais qu'une seule chose. Un immense, un infini soulagement. C'était fini. J'étais libre. En sortant du palais de justice, l'air frais des bords de l'Erdre m'a semblé plus pur que jamais. J'ai regardé le ciel gris de Nantes, et pour la première fois depuis des mois, je n'y ai pas vu une menace, mais une promesse. La promesse d'un nouveau départ. Les semaines qui ont suivi ont été une redécouverte de la paix. Le silence de mon téléphone n'était plus angoissant, il était apaisant. Il n'y avait plus de drame, plus de manipulation, plus de culpabilité. Juste la routine simple et douce de ma vie avec Gabin. Bien sûr, il y a eu des répercussions. J'ai appris par une cousine éloignée que la fête de Thibaut avait été annulée, faute de fonds et d'enthousiasme. Les frais d'avocat avaient apparemment creusé un trou conséquent dans les finances de mes parents. Ma mère avait tenté de me contacter via le profil Facebook de cette cousine, avec un long message larmoyant sur la famille et le pardon. Je l'ai lu, je n'ai rien ressenti, et j'ai demandé à ma cousine de la bloquer. La vraie victoire, cependant, n'était pas dans leurs difficultés. La vraie victoire était dans notre bonheur. J'ai obtenu une promotion au cabinet. Le docteur Fournier, après l'audience, m'avait convoqué pour me dire qu'il était fier de moi et m'a offert plus de responsabilités. Élodie, Gabin et moi avons commencé à faire des excursions le week-end, les plages de Pornic, les machines de l'île, les forêts environnantes. Nous avons construit notre propre petite tribu, une famille choisie, basée sur le respect et l'amour inconditionnel. 1 an plus tard, nous avons célébré le 6e anniversaire de Gabin. C'était une petite fête, dans notre appartement. Il n'y avait que ses meilleurs amis de l'école, Élodie et quelques collègues devenus des amis proches. Pas de trône vide. Pas d'attente angoissée. Juste des rires, des jeux, et un petit garçon aux yeux brillants, soufflant ses 6 bougies, entouré de gens qu'il aimait pour ce qu'il était. En le regardant, si heureux et si insouciant, j'ai compris le sens de tout ce combat. J'avais dû détruire l'idée que je me faisais d'une famille pour pouvoir en construire une vraie. J'avais dû faire face à la haine pour trouver la paix. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à son enfant est de le protéger de ceux qui sont censés l'aimer le plus. Couper les ponts avec une relation toxique, même si c'est sa propre famille, est une épreuve terriblement douloureuse. Mais protéger sa santé mentale et celle de ses enfants est un droit, et parfois un devoir. C'est le choix le plus difficile, mais aussi le plus libérateur.
Si vous avez vécu une situation où vous avez dû faire un choix déchirant pour préserver votre bien-être, partagez votre histoire ou vos sentiments dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves est une force immense. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.